Ouais, je suis là. Merci d'être là, d'avoir répondu à l'invitation. Avec le soleil. Avec le soleil, ouais, pour une fois. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler du Reiki Osui. Uzui, ouais. Osui, Reiki Uzui, ouais. Ben, merci à toi de m'inviter au congérium. avec grand C'est plaisir. bien. C'est très bien voilà, de parler un peu du Reiki, puisque le Reiki, on en entend beaucoup, beaucoup parler. Beaucoup dans le Var, d'ailleurs, même Ouais, énormément ça dans la bouge. région. Ouais. Et ben, on va essayer de démêler un petit peu Allez. tout ça ensemble. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, ça je peux. Alors bonjour à tous, je suis Caroline Delan, praticienne, enseignante Reiki Uzui. Également, alors Reiki Uzui qui est une technique énergétique. Dans l'énergétique également, je pratique et j'enseigne du Laoshi, qui est une autre méthode différente. Et également le toucher métamorphique. Voilà, donc ça fait 3 ans que je suis installée sur Toulon, euh, que je pratique, et j'ai commencé à découvrir un petit peu le Reiki depuis 2014. Voilà, Comment voilà. tu en es arrivé au Reiki? Alors j'en suis arrivée au Reiki complètement par hasard. On est parti en famille pour une affectation de 3 ans en Afrique, au Sénégal. Et j'étais un petit peu dans une période transitoire dans ma vie, un peu, je me cherchais, je savais, voilà, il y avait plein de questions, j'arrivais pas à répondre à, voilà, plein de questions existentielles de ma vie, de où j'en étais. Et un jour, une amie m'a dit, viens, viens, je t'emmène, tu vas essayer le Reiki, tu fais une séance, tu verras bien. Puis j'ai fait une séance et au lieu de passer par la case thérapie pour faire plusieurs séances, je me suis dit, bon, en plus, c'était toujours très compliqué au Sénégal pour y aller, pour accéder là-bas, il fallait passer par des pistes et tout, c'était assez compliqué. Donc, du coup, j'ai opté pour le passage des degrés directement. Et voilà, au fur et à mesure, je me suis un peu construite comme ça. J'ai découvert une nouvelle facette une facette de cette pratique, une nouvelle facette de moi. J'ai découvert plein de trucs, j'ai eu pas mal de réponses et je pensais pas du tout m'installer dans ce domaine en revenant en France. Donc j'ai passé mes différents degrés, 2 degrés là-bas, j'en ai passé un troisième quand on est rentré en France. Et c'est après le troisième où j'ai réalisé que c'était vraiment un domaine qui me plaisait. Le contact avec les gens, l'entraide, le partage. C'était vraiment des domaines qui me parlaient, qui avaient vraiment beaucoup de sens, de sens, qui donnaient beaucoup de sens à ma vie en tout cas. Et voilà, du coup, j'ai pu trouver un lieu pour exercer sur Toulon. Je me suis découverte en tant que praticienne, un nouveau métier. Voilà. Ok. Et donc, le Reiki, euh, qu'est-ce que c'est exactement? Comment tu peux nous Le définir définir. cette pratique? Ouais. Alors, le définir. Déjà, le Reiki, c'est donc Rei, ça veut dire tout ce qui va être spirituel et sacré en japonais. C'est un mot qui est composé à la base de kanji. Ce sont des symboles en japonais. Donc, le premier symbole qui est le Rei, ça veut dire spirituel, sacré. Et le deuxième, le Qi, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans le Qigong, en chinois, dans plein d'arts martiaux, dans beaucoup de choses, qui veut dire énergie. Donc c'est vraiment l'énergie spirituelle, énergie sacrée, énergie universelle. Donc c'est une énergie d'amour. C'est vraiment, on part vraiment sur cette énergie, on part sur une ouverture du cœur. Donc quand on va faire une séance, quand on va prendre une séance, c'est vraiment, on va recevoir de l'amour, on va recevoir vraiment une énergie
C'est un transfert d'énergie qui se fait par les mains, par les yeux également, mais aussi par le souffle. Alors en ce moment, avec la période actuelle, c'est beaucoup plus compliqué, mais on va se cantonner déjà aux mains principalement. Voilà, mais il faut savoir que ça n'est pas uniquement un transfert d'énergie par les mains. Voilà, le praticien va capter l'énergie qui se trouve tout autour de lui pour la retransférer sur le receveur qui va recevoir à différents endroits où on va poser nos mains dessus. Voilà, donc on va en parler un petit peu plus en détail après, mais c'est une énergie c'est une pratique qui a été initiée à la base par les Tibétains et qui a été reprise par le docteur Mikao Usui au XIXe siècle. Et cette énergie est vraiment accessible à tous. Alors oui, par contre, il y a une petite différence. Il ne faut pas confondre, mais il y a une différence, mais beaucoup de ressemblances aussi avec le magnétisme. Donc le magnétisme et le Reiki sont différents, les pratiques sont différentes. Après, comme beaucoup d'autres pratiques, je pense que le Reiki, le but sont les mêmes, comme le magnétisme, c'est le bien-être du receveur au final. Voilà, Et donc, autant comme pour la sophro, comme pour bien sûr. Comme toutes ces approches tout à fait. Donc qui sont sur la base de la bienveillance et de l'amour, comme tu disais. Exactement. Et c'est une énergie c'est une technique, une pratique qui est accessible à tous, pour tous. Les enfants peuvent s'initier au Reiki, peuvent s'apporter du Reiki eux-mêmes. Et voilà, donc ça consiste vraiment à capter l'énergie qui nous entoure et à redéposer, à redispatcher en fait sur la personne et avant tout sur soi-même. Puisqu'un praticien Reiki doit avant tout se donner du Reiki quotidiennement. C'est l'idéal pour arriver à être bien et ensuite pouvoir donner aux autres. Donc là, on parle d'un Reiki bien spécifique qui a été mis en place par ce monsieur, Mikao Usui. Oui. Et donc, qui est-il et quelle est la particularité de ce Reiki-là, s'il en existe plusieurs? D'accord. Alors, donc les origines, comme je te disais tout à l'heure, les origines du Reiki sont tibétaines. Lui, docteur Mikao Usui, au XIXe siècle, il était au Japon, c'est un Japonais, un docteur qui était formé en naturopathie, qui faisait beaucoup de qigong, qui avait une vie très très saine, qui était très posé, comme beaucoup de personnes d'ailleurs dans ce monde-là, dans ce monde japonais. Et donc je vais t'expliquer l'histoire après du Reiki, d'accord? Je te fais en globalité sur les origines. Voilà, les origines étaient tibétaines. C'est le docteur Mikao Usui qui a ressorti un petit peu cette technique qu'il a sentie, qui a été la, vraiment la palper, si je peux dire, pour pouvoir la retranscrire après réellement à ses étudiants. Et il a eu énormément d'élèves. Alors, ce qui est un petit peu compliqué dans le Reiki, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de manuel fixe et défini du Reiki. Nous avons que des dires de ces élèves qui sont encore vivants. Et ces élèves qui sont encore vivants ne veulent absolument pas retranscrire leurs notes du docteur Usui, puisque ça a un caractère sacré. Donc vraiment, là, il faut vraiment... Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs versions sur pas mal de choses. On essaye un petit peu de rescinder un petit peu toutes les infos, de tout recondenser. Mais voilà. Donc du coup, le docteur Mikao Usui a formé à peu près plus de 2000 élèves, mais il y en a eu 12 principaux. Sur ces 12 principaux, quasiment chacun d'eux, en fait, sur la ramification, ont créé leur propre Reiki. Donc, quand tu me parles qu'il y a plusieurs Reiki, oui, il y a plusieurs Reiki. D'ailleurs, aujourd'hui, au sein même de certaines fédérations, c'est un petit peu la bagarre en disant ça, c'est le
Reiki originel, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Il ne faut pas oublier que le but est vraiment le même. La base, le socle est identique également, mais chacun, en fait, des élèves a vraiment retranscrit à peu près comme il l'entendait avec ses codes, a retranscrit son propre Reiki. Donc, ça a fait des branches. Il y en a certaines qui se sont éteintes, il y en a d'autres qui ont survécu. Moi, le Reiki Uzui que j'enseigne et que l'on m'a enseigné est un Reiki qui, quand on regarde l'arborescence en fait du Reiki, est la plus directe puisque c'est la branche de Madame Takata qui a appris par un élève de Uzui directement. Et ensuite, elle est venue amener, elle est rentrée à Hawaï, elle est venue amener aux États-Unis, donc dans le monde occidental, le Reiki, qui a été ensuite diffusé largement au sein de la planète. Donc voilà. Et lui, docteur Uzui, est arrivé à commencer, est né en 1800, fin 1800. Et Madame Takata a amené le Reiki en Occident dans les années 30, à peu près 1930. Oui, donc c'est Donc quelque chose de récent. Ouais. c'est assez récent. Après, il y a quand même il y a eu pas mal de transformations au niveau des époques aussi, puisque le Reiki s'est un petit peu transformé au fil du temps, notamment dans les années 60-70 avec le New Age. Donc là, on y a intégré certaines valeurs comme les chakras et plein d'autres valeurs indiennes qui venaient, qui sont venues là-dedans. Voilà, donc aujourd'hui, on a un petit peu un condensé. Il faut vraiment arriver à faire la part des choses entre le Reiki, la base, le socle de la base du Reiki, et ensuite, voilà, tout ce qui est venu se greffer. C'est pas du tout néfaste. C'est pas du tout, ça va très bien dans le Reiki. Mais il faut juste, voilà, en prendre conscience et savoir. On sait que le Reiki, à la base, c'est 50% d'énergétique, 50% de rituel et de méditation pour arriver vraiment à en vivre et en avoir tout le bénéfice. Et à côté de ça, on peut rajouter des choses, des méthodes qui sont venues se greffer autour de ça. Génial. Ouais. Tout à l'heure, tu commençais un petit peu à nous expliquer que les enfants pouvaient pratiquer, que il était important de se donner à soi-même du Reiki. Oui. Finalement, à qui ça s'adresse de façon générale? Ça s'adresse un petit peu à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde, notamment effectivement donc les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes mouvantes, les personnes malades, les personnes en bonne santé, les personnes. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Euh, on a. Euh, ouais, non, je réfléchis. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Il n'y a pas de limite. Les enfants, en fait, on va leur expliquer avec des mots d'enfant très simplement ce qu'est le Reiki. Ils vont déjà se cantonner à un premier degré, un premier niveau, pour essayer d'avoir déjà les sensations, les premières sensations. Après, on va pouvoir penser aux alentours de 13-15 ans, s'ils en ont envie, s'ils ont continué, s'ils sont demandeurs. Vraiment, c'est vraiment. Chaque personne doit être demandeuse. C'est vraiment. Ça dépend de chacun. On peut un petit peu orienter pour un premier degré si les parents ont envie. Ils peuvent le passer, le premier degré, avec les enfants. Mais derrière, c'est eux qui seront demandeurs pour passer d'autres niveaux. Et ça s'adresse vraiment à toute personne puisque le Reiki, c'est vraiment un apport, c'est un complément, c'est quelque chose qui va nous accompagner tout au long de notre vie. Donc, j'ai entendu, il y a des enfants, des ados qui sont porteurs de maladies, qui vont passer, par exemple passer des degrés, le premier, le deuxième, voire même plus, pour justement apaiser et avoir moins de douleur,
voilà, arriver à faciliter le quotidien, à passer les épreuves On verra tout à l'heure peut-être plus précisément en termes de thérapie, de soins, mais là, pour commencer, lorsqu'on pratique comme ça de façon quotidienne, quel que soit l'âge, quels sont les premiers apports, les vertus du Reiki? Alors, le Reiki, au début, on ressent vraiment un apaisement, une détente, vraiment quelque chose qui va, comme une douche à l'intérieur, apaisante, vraiment voilà, qui pénètre et qui vient en nous. Après, le Reiki, il faut vraiment, si la personne est sceptique, par contre, je mets un petit bémol, si la personne est sceptique, ça peut arriver que elle attende vraiment quelque chose de très tactile, de très visuel, de voir un changement, de voir une évolution, de voir quelque chose. Le Reiki, il ne faut pas oublier, c'est quand même une énergie, c'est subtil. Donc, voilà. S'il y a un bémol sur les vertus, si on en attend énormément, au début, on risque d'être déçu et de ne pas du tout se rendre compte de l'impact que ça aurait pu avoir. Sinon, ça entraîne beaucoup de détente, d'apaisement. Ça libère le stress aussi. Quelqu'un qui est très stressé arrive vraiment à s'apaiser, à respirer, à ouvrir vraiment sa cage thoracique. Quelqu'un qui vient me voir et qui a un poids énorme au niveau du plexus, qui a du mal à respirer, et au bout des 4 séquences, entre guillemets, protocolaires, en général, elle arrive à retrouver une aération, une ventilation, une ouverture vraiment de sa respiration. Ça apaise le feu. Il ne faut pas oublier qu'il y a pas mal d'hôpitaux en France qui s'y mettent, puisqu'en France, c'est un petit peu compliqué d'intégrer tout ce genre de pratiques. Il y a des services de grands brûlés qui font appel à des praticiens Reiki justement pour apaiser les brûlures. Ça libère également des blocages, ça aide à libérer les blocages de ce qu'on accepte de se libérer. On apprend à écouter son corps quand on pratique beaucoup le Reiki. On accompagne également beaucoup pendant des traitements lourds. Ça accélère également les cicatrisations. Ça fait remonter le taux vibratoire, donc dans des périodes notamment de virus comme en ce moment, ou des virus divers tout simplement, sans parler de la Covid. Ça fait vraiment remonter le taux vibratoire et ça nous permet justement de passer des périodes sans forcément être malade tous les 15 jours, d'attraper les gastro, les grippes et compagnie. Après, il ne faut pas oublier que le Reiki est un accompagnement en or aussi pour les personnes qui ont des traitements lourds, donc notamment le cancer. Pendant les périodes de chimio, les longues périodes de chimio, mais pas que. Pendant les périodes d'opération, tout ce qui va être rayon, tout ce qui va être également reconstruction, parce qu'il ne faut pas oublier que après tous ces traitements qui sont très lourds, on a besoin d'être reconstruit et le Reiki aide vraiment à pouvoir se retrouver. Voilà. Donc voilà, le Reiki en fait dans son ensemble va aider à chercher les causes du mal qui sont venues aussi et va aider justement à se sentir mieux, à aller vers un mieux-être. Donc, au-delà de toutes ces vertus, vu que tu as approfondi là quand même déjà un petit peu, on peut considérer ça comme une thérapie. Oui, Ça fait partie de tout à ces... fait. Ouais. Ça fait partie ça en fait partie. Après, la thérapie, c'est aussi un échange, c'est aussi un partage avec un thérapeute. Donc, tout dépend de ce qu'on attend, de ce que le receveur va attendre d'une séance de Reiki. Il y en a qui vont attendre une séance de relaxation, comme on irait se faire masser. On ressort de là, on est bien, on est détendu. Il y en a d'autres qui ont besoin d'autres personnes qui ont besoin de plus, qui ont besoin d'aller chercher, de savoir, de comprendre, et du coup qui vont laisser sortir pas mal de choses. Et là, on va effectivement partir sur un travail de thérapie un peu plus poussé. Ça dépend vraiment
Ça dépend vraiment de ce qu'on veut, de ce que le receveur veut. Pas du tout le praticien, mais ça dépend vraiment de ça, ouais. Et au-delà du scepticisme dont tu parlais, est-ce qu'il y a des contre-indications à recevoir une séance? Alors, oui, il y en a certaines, notamment, alors, il faut éviter de pratiquer du Reiki juste avant une anesthésie ou pendant, puisque ça peut enlever les effets d'une anesthésie, donc ça n'est pas le but, Bien au contraire. bien au contraire. Quand il y a une personne également qui peut avoir un accident grave devant nous, il faut savoir que le Reiki va aider à la cicatrisation. Donc, éviter de faire du Reiki sur une personne, par exemple, qui vient de tomber, qui a une fracture, puisqu'on pourrait déclencher un système en fait, de reconstruction au niveau des tissus. Et la C'est pas le fracture ne... moment, quoi. Et c'est pas le moment, donc vaut mieux le faire après, mais surtout pas pendant. Il y a ça. Après, je mets un bémol, moi, en tant que praticienne, sur les personnes enceintes, surtout au cours du premier trimestre, puisque c'est un trimestre un petit peu compliqué où voilà, la maman est souvent stressée, elle ne sait pas si elle va arriver au terme de ce trimestre. Et bah, pour le bien-être de tout le monde, autant que la cliente que le praticien, il vaut mieux voilà, préparer, la dire à la personne. On verra ça après, quand tout sera posé, sans problème. Donc ça, voilà, il n'y a pas de contre-indication pour les femmes enceintes du tout. Mais par contre, il vaut mieux éviter que voilà, la personne se dise bah, peut-être qu'en fait, si ça n'a pas été au bout, c'était peut-être à cause d'une séance de Reiki. C'est dommage. C'est dommage de mettre ça dessus. Donc, c'est juste à éviter. Après, il y a des controverses au niveau des pacemakers. Alors, il y en a certains qui vont dire qu'il y a une option de faire du Reiki sur une personne qui a un pacemaker, et d'autres qui disent que ça n'a aucune influence. Donc, dans ces cas-là, juste demander à la personne, et si c'est le cas, si la personne a un pacemaker, éviter la zone du cœur, et puis on peut aller sur la tête, on peut faire le ventre, on peut aller sur la zone des jambes sans problème. Et, voilà, mais sinon, non, c'est à la base, il n'y a aucune contre-indication. Alors moi, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. On entend souvent les 5 préceptes du Reiki et la Mhm. phrase juste aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Oui. Alors, avant d'expliquer ça, je vais revenir un petit peu sur qui était le docteur Mikao Uzui Allez, pour arriver à comprendre un petit peu la psychologie la philosophie. de ce monsieur qui, voilà, qui a du coup décliné à travers les 5 idéaux. D'accord? Donc, ce docteur Mikao Uzui est né en 1865 et il est mort en 1926. Et il habitait et vécut dans le district de Yamagata, au Japon. Adulte, il a énormément voyagé, donc il a fait beaucoup d'études et il a ouvert une clinique également au Japon. Comme je disais tout à l'heure, donc il y a aucun écrit sur lui. C'est vraiment des choses qui sont retranscrites de paroles de personnes qui sont toujours vivantes ou dernièrement vivantes. Mais il n'y a vraiment aucune biographie de Dr. Ouzouи. Hein. Et donc, il a beaucoup étudié et il y a une légende qui dit qu'au cours d'un de ses séminaires au Japon, un étudiant lui a posé la question de savoir quelle était la méthode de guérison utilisée par Jésus. Et comme il n'a pas réussi à répondre à cette question, il est parti en retraite. Il s'est vraiment retiré. Déjà, il a été en quête de réponse et il s'est rapproché des sutras bouddhistes. Donc de là, il a commencé à apprendre vraiment les bases des bouddhistes, de ce qu'ils avaient laissé, avec les symboles du Reiki. Et ensuite, il a décidé de partir méditer et jeûner pendant 21 jours sur une montagne sacrée qui s'appelle le Kurujama.
Donc il est parti, il est monté sur sa montagne et à la fin du jeûne, il a reçu au niveau de la tête une grande énergie, une grande quantité d'énergie et il a visualisé l'intégralité des symboles en lettres d'or. Donc de là, il a pu avoir l'ensemble du système Reiki. Donc il a eu vraiment le temps d'entendre, de sentir, de comprendre jusqu'au bout de lui-même. Et du coup, il a pu ensuite le retranscrire et l'enseigner à ses différents élèves. Il en a fait d'abord, oui, il a fait profiter quand il est descendu de la montagne, il a pu en faire profiter donc sa famille au début, ses étudiants, et ensuite donc ses malades aussi qui étaient dans sa clinique, et également au travers d'un événement qui s'est passé au Japon. Il y a eu un tremblement de terre et il a été soigné énormément de personnes à ce moment-là. Il les a aidés et de là, il a construit encore un centre un peu plus grand. Donc de là arrivent les idéaux. Donc comme je disais au début, le Reiki, ça n'est pas, et ça je l'entends souvent, c'est bien dommage, ça n'est pas uniquement une histoire d'énergie. C'est pas uniquement je pose mes mains sur une personne ou sur moi-même et je fais de l'énergétique. C'est également savoir se poser, au même titre que Dr Uzui l'a fait et monter sur la montagne pendant 21 jours. On apprend justement à se renfermer, à faire une introspection, voilà, sur soi-même, à se retrouver. Le même travail en fait qu'on peut faire également en méditation, puisque le Reiki, il y a aussi du travail méditatif dedans. Donc il y a vraiment 50% d'énergétique, 50% de rituel. Donc rituel, gestuel au niveau des symboles, au niveau de la méditation, au niveau voilà, sur plein de choses. Et à l'intérieur de ces rituels, on y intègre les idéaux du Reiki. Donc les idéaux du Reiki, il y en a 5. C'est une ligne de conduite en fait que l'on va suivre pour atteindre une plénitude en soi. C'est une ligne également qui est directrice pour mieux aborder notre chemin de vie. D'accord. Donc c'est vraiment la base, c'est le gros pavé. Et c'est dommage parce que le gros socle, ouais, vraiment du Reiki Uzui, qu'il faut intégrer dès le premier degré. Et souvent, on oublie un petit peu dès le premier degré on fait un peu l'impasse, on voit ça plus tard, mais il faut vraiment le voir. Moi, j'insiste vraiment dans mes cours, c'est la base. C'est long à voir, c'est un peu, voilà, il y a du texte, il y a des choses, c'est pas de la pratique tout de suite, mais il faut le comprendre et comme ça, après, ça va nous aider justement à avancer. Donc, ces 5 idéaux, ces 5 lignes à suivre concernent la colère, la confiance en soi, la gratitude, de travailler honnêtement et avoir de l'amour et du respect envers les autres. Et effectivement, on va dire ces 5 idéaux et on va les précéder de la phrase juste pour aujourd'hui. Et juste pour aujourd'hui, c'est vraiment prendre conscience que je vais vivre. Alors, la phrase qu'on connaît tous, hein, c'est vivre le moment présent. Mais juste pour aujourd'hui, ça rejoint ça un petit peu en fait. Ça rejoint complètement ça. C'est que déjà, on va s'occuper de ce qui se passe aujourd'hui et on verra demain. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de faire des projets. Non, ça ne veut pas dire on va arrêter de vivre et à penser aussi à l'avenir. Mais ça veut dire déjà, occupe-toi de maintenant. Tu as tout le temps ensuite de pouvoir voir chaque chose en son temps. C'est vraiment ça, chaque chose en son temps. Tout simplement. Donc, des fois, on a voilà, le stress, les contrariétés, les choses qui vont nous oppresser. Les 5 idéaux permettent simplement d'apaiser, de calmer et de se dire, OK, alors, juste pour aujourd'hui, je ne vais pas me mettre en colère. Oui, effectivement, la colère ne sert à rien. Je vais plus me faire du mal à moi-même plutôt que la personne envers qui je suis en colère. Donc, la colère traduit vraiment un désir de contrôler une situation qui nous fait du mal. Donc, c'est vraiment pas le but. Il faut vraiment apprendre, ça nous apprend à laisser passer cette colère. Après, on a la confiance. Donc, juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation. Alors, il y a plusieurs formules. Ou alors, j'ai confiance en moi et en la vie. Ça nous apprend vraiment
aussi à comprendre que la vie va nous mettre effectivement plein d'épreuves sur notre chemin, mais ces épreuves, ce ne sont pas forcément des murs, ce sont des marches à enjamber. Et on apprend mieux en étant pleinement conscient de ce qu'on fait dans ce sens-là. Ensuite, juste pour aujourd'hui, j'ai de la gratitude envers mes maîtres, mes aînés, mes aïeux. Simplement faire rentrer la gratitude dans notre monde, dans notre vie, dans notre cœur. Apprendre à remercier, de avoir ça, de vivre ça, d'avoir un bain de soleil, voilà. Vraiment faire rentrer la gratitude et l'empathie en même temps dans nos vies. Juste pour aujourd'hui, je travaille honnêtement. Ben, ça va de soi, puisque si on travaille honnêtement, on est aussi honnête avec soi-même. Donc, ça s'applique voilà, vraiment à notre mode de vie intérieur. Et juste pour aujourd'hui, je respecte toute forme de vie. Ben, c'est pareil, s'ouvrir aux autres, comprendre les souffrances des uns des autres, les accepter, donc devenir tolérant, intégrer la tolérance et toujours l'empathie. Sans pour autant, on n'est pas obligé d'apprécier tout le monde. Ça ne veut pas dire, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde, mais on n'est pas obligé de s'occuper de ceux qu'on apprécie moins. En tout cas, Voilà. être dans l'amour. Exactement. C'est vraiment voilà, c'est les 5 piliers du Reiki qui sont très très importants au niveau de la philosophie du Reiki. Ça me fait penser aux accords Toltec. Je veux dire, il y a toujours, à chaque fois, Oui, 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 tout à des fait. principes à suivre, ou en tout cas à essayer d'appliquer. Après, je pense que l'humain aussi, tu sais, est fait aussi voilà, de piliers, de règles, on doit respecter pour éviter certains travers. On les retrouve dans plusieurs civilisations. Donc, voilà. Donc ça, c'est la base, le socle, Mhm. que tout le monde peut appliquer et utiliser presque, en quelque Tout à fait. sorte. D'ailleurs, souvent en séance, selon les personnes, le mal-être ou si selon comme la personne est, je peux leur donner certains idéaux en expliquant ce que c'est et les vivre, les ressentir, les dire quotidiennement comme des phrases positives en fait qui peuvent accompagner, voilà, qui nous aident à avancer. Tu nous as parlé de degrés et de symboles. Comment on en arrive à devenir praticienne, thérapeute, maître Reiki? Quel était ce parcours, ce cheminement? Alors déjà, on passe un premier degré. Le premier degré, c'est la base. Vraiment, on apprend la base. On va apprendre vraiment la philosophie, donc les idéaux, l'histoire du docteur Uzui, comment on en est venu là. On va également voir les différentes pratiques qu'il peut y avoir pour se faire des autotraitements. Donc, on va apprendre les rituels, en fait. On va apprendre les idéaux, on va apprendre les rituels et on va apprendre les différentes positions de main et ce qu'il faut faire pour pouvoir s'apporter du Reiki à soi-même. On La base commence du par premier degré, travailler sur soi, en fait. voilà, la base du premier degré, c'est vraiment l'auto-traitement sur soi-même. Une fois qu'on a passé le premier degré et qu'on a fait la période de 21 jours qui correspond aux 21 jours où Dr Mikao Uzui est monté sur sa montagne pour sa retraite méditative. Donc nous, on passe également 21 jours à pratiquer le Reiki uniquement pour soi. Et après les 21 jours, on peut donner du Reiki à ses proches, s'ils le souhaitent. Aux animaux, on peut donner du Reiki à tous les êtres vivants, aux plantes. On peut harmoniser des cristaux également avec du Reiki. On peut faire du Reiki sur de la nourriture également, sur de l'eau, sur des boissons. C'est très vague. Donc vraiment là, au niveau du premier degré, on va vraiment apprendre les bases du Reiki, vraiment le socle.
Ensuite, il y a un délai, il y a un minimum de 3 mois. Alors, pour moi, on dit 3 mois, mais bon, pour moi, c'est un peu court, 3 mois. Je préfère souvent laisser passer. Au moins 6 mois, le temps passe tellement vite. On n'a pas forcément les habitudes de faire du Reiki tous les jours. 3 mois, ça va très vite. On n'a pas le temps de tout intégrer. Donc, 6 mois, pour moi, c'est un bon compromis. On peut passer le deuxième degré dans lequel là, on va intégrer la notion de symbole. On va apprendre les trois principaux symboles du Reiki Uzui. On va vraiment apprendre la notion de distance, puisque au deuxième degré, on peut enfin transmettre du Reiki à une personne à distance. On apprend également la notion du temps, puisqu'on peut travailler sur toute la notion karmique, sa propre notion karmique, donc du temps passé, également sur le futur, sur si on est anxieux sur une réunion, quelque chose qui doit se passer, on peut travailler dessus en amont et voilà. On peut travailler également sur l'accompagnement de personnes en fin de vie aussi, avec un deuxième degré. Voilà, tout un panel assez riche. C'est un des degrés très, très, très complets. Et voilà pour le deuxième degré. Le troisième degré, donc d'après la fédération, on peut commencer à s'installer à partir du deuxième niveau. C'est un petit peu juste. On n'a pas tout vu, on n'a pas passé le troisième, donc on peut éventuellement orienter les personnes et leur dire si elles veulent faire du Reiki sur autrui, elles peuvent demander une compensation financière, mais il est préférable qu'il n'y ait pas encore d'échange avec de l'argent. On passe au troisième degré où on va vraiment approfondir. J'ai mon voisin qui a décidé de jouer de la Apparemment. J'espère que ça ne gêne pas trop. Le troisième degré, on va approfondir vraiment toutes ces techniques. On va entendre également un ou deux autres symboles, ça dépend en fait des maîtres praticiens. Voilà. Et ensuite, le quatrième degré qui permet d'enseigner. Donc, on peut s'installer à partir réellement du troisième degré et être praticien et ensuite prévoir plus tard de passer le quatrième pour pouvoir enseigner. À savoir qu'en général, chacun des degrés est au minimum sur 2 jours, doivent se passer sur 2 jours. Et on fait passer sur une journée. Il y a tellement de choses à voir que c'est vraiment très, très, très court de passer un niveau d'intégrer, de pratiquer une journée. Ouais, c'est vraiment très peu. Donc, au minimum 2 jours. Moi, quand je fais passer les formations, je propose 2 jours pleins, successifs. Et je propose également une demi-journée supplémentaire selon les personnes, si elles en ont envie. Alors, c'est vraiment selon leur demande. Après les 21 jours. Comme ça, elles ont pu pratiquer sur elles, avoir des questions. Et on revoit certains points, on fait le point ensemble. Ok. Tu évoquais à un moment donné dans cette formation la possibilité de travailler à distance. Oui. En amont de ce Conjarium, il y a différentes personnes qui ont posé des questions, dont Isabelle, qui voulait savoir si réellement ça fonctionne à distance. Oui, ben, on reçoit vraiment, de toute façon, oui, on reçoit vraiment. Et peut-être que si la réponse est oui, comment du coup? Ouais, le monde énergétique, en fait, ça va vraiment partir avec l'intention qu'on va y mettre. Bien sûr, tout le travail Reiki, et notamment à distance, est uniquement dans la bienveillance. Jamais à l'encontre de la personne. C'est pas, on part pas dans des sphères. Non, non, c'est vraiment, il faut que la personne soit au courant, soit demandeuse. Et on peut pratiquer à ce moment-là, c'est une séance à distance. L'énergétique, en fait, ne fait pas la part des choses
sur la notion de temps, de distance. C'est vraiment, on va mettre une intention et cette intention va aider justement à débloquer. Après, oui, à distance, ça fonctionne vraiment. Et ça peut également être, parce qu'on m'a déjà demandé, c'est pour ça que je reviens un peu dessus, des séances à distance sur quelqu'un, par exemple, qui n'était pas forcément conscient. La personne, dans ces cas-là, on va lui demander intérieurement. Donc là, le travail, euh, pas intuitif, mais le travail intérieur et l'expérience fait que on va accepter, on va entendre la réponse oui, je veux bien ou non, je ne veux pas de séance Reiki. Voilà, il va falloir faire confiance à notre moi intérieur, à tout ce qu'on entend, à tous nos sens pour justement pouvoir pratiquer ça à distance. Mais effectivement, alors, la sensation, autant au niveau du praticien qu'au niveau du receveur, les sensations sont différentes en direct que à distance. Mais elles sont bien présentes, l'avancée est bien là, et le travail pour moi n'est pas forcément le même. J'aime bien généralement travailler sur les 4 séances en direct. Et puis s'il y a besoin de temps en temps, puis on ne peut pas se déplacer, je vais proposer une séance à distance. Et cette séance à distance va permettre d'offrir une autre vision justement d'un point de vue plus de lecture du coup intuitif qui est autre chose. Et ça va permettre de prendre du recul par rapport à une situation et à avancer sur d'autres points. C'est vraiment dans ce sens-là que j'aime bien l'orienter au fil des séances. C'est vraiment l'intégrer à part entière dans un ensemble de séances qui se seraient passées en direct. Alors justement, explique-nous comment ça se passe une séance avec toi. Tu disais que tu consultais à Toulon, Oui, dans le Var. Donc si on veut une séance de Reiki, moi voilà, je connais pas, hop, j'appelle Caroline et ensuite. bonjour, bonjour, vous pouvez rentrer, il n'y a pas de souci. Alors, quand on vient en cabinet, déjà, je vais prendre du temps. On va discuter, on va avoir un échange pour savoir ce que toi ou la personne va rechercher, ce qu'elle entend, pourquoi elle vient. On fait un questionnaire, voilà, une sorte d'anamnèse, un petit peu pour savoir s'il y a des traitements, où elle en est, s'il y a voilà, voir un petit peu dans son environnement. Et ensuite, on va passer à la séance en elle-même. Donc, pendant 1 heure, la personne est allongée sur une table de massage. Je fais la séance. Donc, en fonction des séances, en général, je ne parle pas énormément. J'aime bien qu'il y ait plus l'aspect sensoriel voilà, qui se passe au niveau des sensations de la personne, qu'elle puisse s'apaiser. En plus, si c'est une première séance, souvent, il y a la découverte. Donc, selon les personnes, il peut y avoir une certaine appréhension. Mais en général, bon, il y a pas de manipulation, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de magie noire, il n'y a pas de, il y a pas de tout ça. Donc, du coup, ça se passe quand même très, très bien en général. Voilà, la personne apprend à me connaître, apprend à voir comment je pratique. Et ensuite, à la fin de cette séance, on va débriefer, on va parler un petit peu des ressentis de chacun. Voir comment ça s'est passé de son côté, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu, puisqu'il y a des choses qui se passent d'un point de vue visuel, d'un point de vue tactile, d'un point de vue émotion qui peuvent ressortir. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer au cours d'une séance. Et donc, on va en parler, on va débriefer, on va essayer de trouver un petit peu les points à suivre. Et voilà. Et en général, une personne qui vient pour faire les 4 séances. Puisque une Donc séance, en c'est fait, 4 séances à chaque fois. alors pas à chaque fois. Pas à chaque fois. Non, pas à chaque fois. Le démarrage, en fait, du Reiki, c'est 4 séances pour une personne qui n'a jamais fait de Reiki. Et quelle que Voilà. soit la demande, en fait, si c'est pour une pathologie quelconque, si c'est pour, tu disais, atténuer l'angoisse à la préparation à un examen ou quelque chose, à chaque fois, le protocole reste
4 Ok. séances. Ça peut être plus selon les personnes. Bon, si c'est le cas de traitement lourd, comme je disais tout à l'heure, ce sera beaucoup plus. Là, on compte bien souvent, on compte même plus les séances puisque on va s'adapter. Ce sera plus de l'accompagnement que de la thérapie entre guillemets. Donc là, c'est différent, mais ça peut être voilà, entre 4 et 4, 5. Et une fois qu'on a passé ces 4 séances, on peut revenir régulièrement, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, selon le besoin de chacun. Au même titre que les personnes qui vont passer des degrés, puisqu'on m'a déjà posé la question, c'est pas parce qu'on passe des degrés que l'on n'a plus besoin et qu'on ne doit plus venir passer de séance. Il y a des personnes qui m'ont dit, bon, bah, j'ai eu mon premier degré, mais ça me fait beaucoup de bien quand je me fais mes autotraitements. Mais est-ce que je peux quand même revenir te voir parce qu'il y a des trucs que je voudrais voir? Ben justement, là, c'est dans le cas où on a vraiment enclenché un travail un peu plus profond, où on va chercher les choses qui gênent, les blocages. Donc, dans ces cas-là, oui, effectivement, on peut revenir sans problème. Et est-ce que ça se pratique aussi en prévention? J'imagine que oui. Ben oui, puisqu'en préventif, entre guillemets, tu vas pratiquer sur des stress. Une maladie, c'est quoi, bien souvent? C'est le mal qui a dit. Une personne qui qui se fait ronger, qui est rongée par le stress, qui est rongée par sa vie, quelque chose qui ne nous plaît pas du tout, une vie vraiment pas ouverte ou un travail complètement lourd et oppressant. Très souvent, la personne va se renfermer sur elle-même si elle n'a pas d'échappatoire et elle peut, c'est pas systématiquement, mais elle peut se déclencher certaines maladies. Donc le fait de le faire en amont pour se détendre, apprendre justement à connaître les signaux de son corps, pour s'apaiser, ce sera effectivement du préventif et on évitera tout un tas de désagréments dans le futur. Parmi toutes les questions, alors parmi les questions qui ont été posées, il y a Marc qui voulait savoir justement comment devenir maître Reiki. Bon, ça, je pense que tu as déjà bien répondu. Voilà. Et Faut prendre Sandrine, son temps, surtout si je peux rajouter par ouais, bien sûr. rapport à Ouais, Marc. ouais. Quand on commence dans le Reiki, il faut peut-être pas commencer tout de suite en se disant je vais devenir maître Reiki. Juste apprécier ce qui s'offre à chacun, apprécier les séances, apprécier les degrés et prendre son temps, découvrir. Vraiment apprendre. C'est long, c'est un travail voilà, du quotidien. Donc vraiment, c'est pas la chasse aux formations et aux degrés, c'est vraiment la compréhension et l'intégration de ces méthodes. Oui, l'expérience personnelle, le travail sur soi, déjà, Oui, avant tout, ouais. mm, Avant d'avoir la possibilité de le transmettre aux autres. tout à fait. Et Sandrine aussi demandait, alors vous avez fait récemment un interview sur le Feng Shui, j'imagine qu'elle pose la question à moi du coup. Est-ce que ces approches Feng Shui et Reiki sont liées, puisque dans les deux on parle de Qi, du- Ouais. Alors bah oui, déjà, bah, le Feng Shui, c'est chinois. Le Reiki, c'est japonais. Mais voilà, la souche vient, c'est quand même une philosophie, c'est un art de vivre. Dans les deux, vraiment, la similitude qu'on peut trouver vraiment dans ces deux techniques, c'est de ne pas s'encombrer, puisque le Feng Shui a la réputation justement de vivre dans des lieux très vidés de tout objet, de vraiment que ce soit fluide, épuré, sobre, ouais. épuré, que le vent, l'air puisse passer. Et donc ne pas s'encombrer, se libérer des surplus. Donc en soi, c'est vraiment effectivement la base aussi du Reiki, c'est arriver par les méditations, par tout ça, tout ce qu'on a vu avant, c'est vraiment arriver à se libérer, à se désencombrer de, euh, de tout ce qui vient, tous nos conditionnements, tout ce qui vient nous oppresser au quotidien. Donc effectivement, oui, ce sont deux philosophies qui se ressemblent énormément et qui au final ont le même but. Donc c'est en lien, donc toutes les Faire deux la même circuler approche. l'énergie. Tout à fait.
Le Feng Shui peut très bien, va très très bien dans quelqu'un, dans un mode de vie de quelqu'un qui veut vivre le Reiki à 100%, autant dans sa vie perso que dans son intérieur de son foyer. Ça, c'est même que mieux. Et tu expliquais au départ aussi que tu avais deux autres approches. Est-ce que, euh, est-ce que tu veux en parler un petit peu, nous? Le Laoshi et le toucher Ouais. métamorphique? Oui, volontiers. Alors le Laoshi, en fait, c'est une méthode énergétique qui a une fréquence différente de celle du Reiki. Donc alors déjà, une méthode qui est beaucoup plus récente que le Reiki, puisqu'elle date des années 90, fin 90. C'est une femme qui a sorti ou créé, je ne sais pas trop comment je peux dire, Reçu aussi. reçu cette énergie. Et du coup, elle est vraiment, au niveau sensation, en tant que praticienne, elle est vraiment différente. Euh, Après, au niveau de la réception, à mon degré, à moi, pour moi, voilà, c'est complètement différent. Il y a des personnes qui vont passer uniquement des. Alors, le Laoshi, en fait, on peut, en une demi-journée, on peut être formé au Laoshi en tant que praticien et enseignant. C'est vraiment très court comme formation. C'est très simple. C'est vraiment très, très simple. Il y a des personnes qui sont formées uniquement à Laoshi, qui ne voient jamais le Reiki. Mais c'est vrai que pour connaître les deux, j'aime bien qu'une personne soit passée d'abord sur un premier degré de Reiki, parce qu'on a toutes ces bases de développement personnel, entre guillemets, que l'on n'intègre pas forcément du côté Laoshi, Surtout en une demi-journée. Ouais. surtout en une demi-journée, et il faut bien intégrer la notion que ces rituels, entre guillemets, sont vraiment bénéfiques au même titre que la méditation devient vitale à une personne qui commence la méditation, il ne peut plus s'en passer derrière. Donc c'est vraiment bien voilà, on peut compléter ces formations en Reiki par du Laoshi. Après, le Laoshi tout seul, pour moi, mais ça n'est que mon avis personnel, c'est un peu dommage de le faire sans une autre base avant. Mais voilà, ça c'est vraiment très très personnel. Et le toucher métamorphique, alors c'est une technique, un toucher léger, on ne peut pas appeler ça un massage puisque c'est vraiment un toucher léger de la zone réflexe de la tête, des mains et des pieds. Donc en fait c'est un réflexologue naturopathe qui a créé cette technique et qui permet, en fait, cette technique permet d'aller stimuler la zone réflexe qui correspond à notre vie intra-utérine. Donc, on vit tous des choses à travers cette période, à travers le cordon, à travers les émotions de la maman. Et du coup, on arrive à se débloquer au fur et à mesure grâce à ce toucher métamorphique. Notamment, par exemple, quand on stimule la zone des pieds, on va stimuler la zone en fait qui va nous permettre d'avancer dans la vie. Donc, quelqu'un qui a du mal à avancer, qui bute pas mal sur quelque chose, voilà, c'est bien on peut aller sur ce genre de pratique. Les mains, c'est surtout ce qui est créativité, et la tête, c'est surtout ce qui est gestion de sa vie. Voilà. Donc c'est un peu flou, c'est un peu vague, mais à la base, c'est quand même une méthode à la base. Donc le premier rôle, c'est une relaxation profonde. Et après, ce qui doit se passer se passera s'il y a des déblocages qui doivent se faire en lien à cette période. Et ça t'arrive d'associer les pratiques ou tu fais soit l'un, soit l'autre? Alors, pratique, ça m'arrive d'associer, oui, le Reiki et le Laoshi. Savoir que dans ma séance même, je vais les séparer, en fait. Mais bon, ça, c'est par rapport à mon travail, la manière dont je vais procéder. En fait, je vais séparer les deux techniques. La personne, si je ne le précise pas, ne s'en rendra pas compte. Après, non, le métamorphique, je le lis pas dans les séances énergétiques. En général, c'est vraiment différent.
l'approche est complètement différente. Donc là je mélange pas. Génial. Voilà. Super. Merci beaucoup, Caroline. Bah, de rien. C'est passé C'était vite, chouette hein. de passer ce moment avec toi. Je te laisse le mot de la fin sur le Reiki, une petite conclusion, La petite conclusion. Eh ben, quelque prenez chose qui soin. donne envie de venir à Toulon te rencontrer. Oui, alors en plus, oui, c'est vrai que le cabinet, il a déménagé, donc je pratique à Toulon. Au début, j'étais en centre-ville, là, j'ai déménagé sur le Faron. Si vous voulez essayer, tester, c'est sans danger, allez-y, et c'est juste une approche pour vous faire du bien. Voilà, faites rentrer vraiment le mot de la fin, ce serait ça, ce serait apprenez à vous faire du bien. Euh, Sortez un petit peu de tout ce qu'on entend aujourd'hui, de toutes ces choses qui sont oppressantes, qui sont un peu dévastatrices, hein. On a un auto-vibratoire avec toutes ces infos qui descendent très rapidement. Donc, juste pensez à prendre soin de vous, à prendre du temps pour vous, voilà, à apprendre à vivre, à choisir de ralentir aussi, choisir de ralentir dans vos vies, juste d'apprécier et juste pour aujourd'hui, apprécier ce moment qu'on a partagé ensemble. Génial. Et voilà. Qui sera en plus, il sera en plus possible de le revoir sur Facebook, de le revoir sur le blog de conjarium.com Ouais, et de continuer à échanger avec toi, à te poser des questions. sans problème. Et merci beaucoup Merci à toi. d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci à toutes les personnes qui ont posé des questions. Merci à toutes les personnes. Ben voilà, on nous dit merci même là dans le chat du live. Merci à tout le monde. Merci. Passez une belle fin de journée. Et toi aussi, vous aussi, tout le monde, Et avec puis, le soleil. Ouais, qui est revenu là dans le Var. Ouais. Et à très bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.